Bienvenue dans l'outil du pas à pas du guide d'objectivation du caractère dangereux des comportements problématiques. Cette capsule vidéo a pour objectif d'accompagner les intervenants désirant utiliser l'outil du guide d'objectivation afin de documenter les manifestations et le caractère dangereux des comportements problématiques que l'usager présente. Le guide d'objectivation est un outil clinique accessible et utile. Il vous aidera à planifier un plan d'intervention ou un plan de service, préparer une présentation de cas ou une supervision clinique, ou à documenter la situation d'un usager afin de faciliter son accessibilité aux services dans le réseau. Comment compléter le guide d'objectivation? À la page 1, vous retrouverez, suite à la mise en contexte, 5 définitions. Celles-ci ont fait consensus auprès des gestionnaires et professionnels de la région travaillant avec la clientèle jeune et adulte présentant des problématiques comportementales complexes. Ces 5 définitions visent le développement d'un langage commun et vous aideront à déterminer dans quel cadre se situe votre client. Nous retrouvons donc la clientèle présentant des problématiques multiples, la clientèle dite multiproblématique, le trouble du comportement, le trouble grave du comportement et le concept de dangerosité. Passons maintenant à la page 2. Cette première section de la page 2 a pour but d'identifier l'usager et l'établissement porteur. Tout d'abord, en tête de page, veuillez noter la date au moment où vous complétez le formulaire. Inscrivez ensuite le numéro de dossier de l'usager. Ce numéro réfère à celui du dossier de l'usager dans votre établissement. Vous retrouvez ensuite des données nominales de base permettant d'identifier l'usager, incluant le numéro d'assurance maladie. Inscrire le représentant légal s'il y a lieu et ses coordonnées. Inscrire également le nom du médecin généraliste et les coordonnées. Dans le cas où il n'y a pas de médecin, notez la date d'inscription de l'usager au guichet d'accès, le GACO. Le GACO étant le guichet d'accès pour la clientèle orpheline d'un médecin généraliste. Si vous connaissez le niveau de priorité établi par le GACO, notez-le dans cette même section. Remplissez ensuite le tableau des professionnels et spécialistes avec l'ensemble des noms, titres et coordonnées des personnes impliquées actuellement dans le dossier de l'usager. La deuxième partie de la page 2 sert à identifier l'établissement porteur et le responsable de l'usager au sein de l'établissement. L'établissement porteur principal du dossier est celui qui a la responsabilité de coordonner le plan de service ou le plan d'intervention de l'usager. Inscrire le nom de l'intervenant responsable du dossier dans l'établissement et celui du répondant multiproblématique. À noter que pour une demande au CEF, vous devez acheminer l'ensemble de la documentation au répondant multiproblématique. Il est donc important de connaître l'identité de ce dernier. Si vous avez besoin de cette information, veuillez vous référer à votre gestionnaire de service. La toute dernière section de la page 2 consiste à indiquer les programmes services qui desservent actuellement l'usager. Passons maintenant à la page 3. Cette page est utile essentiellement pour les répondants qui rédigent le guide en format papier. Son contenu servira de balise afin de documenter les étapes 1, 2, 3 et 4 du guide et débutant à la page 4. Pour ceux qui remplissent le document de façon informatisée, veuillez passer immédiatement à la page 4 puisque vous retrouverez ce même contenu
dans les menus déroulants intégrés dans chacune des sections. Passons maintenant à la page 4. Les pages 4, 5, 6 et 7 du guide constituent le processus d'analyse de la situation dans le but d'objectiver le caractère dangereux des comportements problématiques. Cette analyse se fait en 4 étapes distinctes que nous regarderons ensemble. À l'étape 1, on identifie les comportements problématiques, c'est-à-dire les comportements qui sont jugés problématiques et qui correspondent aux manifestations de l'usager. Pour vous aider, les différents comportements ont été divisés en 4 catégories et je vous les nomme. Comportement problématique verbal, comportement problématique dirigé vers des objets, comportement problématique envers elle-même, comportement problématique physique dirigé vers autrui. Vous cochez donc dans chaque catégorie tous les comportements qui décrivent les manifestations. Vous remarquerez que chacune des catégories comporte une case « Autre » permettant de nommer un comportement non proposé par le questionnaire. Si vous cochez cette case, veuillez inscrire en mots le comportement ou la manifestation que vous souhaitez documenter. Lorsque les comportements sont identifiés, vous devez estimer l'intensité, la récurrence et la nature incontrôlable pour chacun des énoncés que vous avez cochés. À titre d'exemple, si j'ai identifié une problématique verbale, j'évalue ce comportement en termes d'intensité, de récurrence et de sa nature incontrôlable en fonction de la réalité observée. Je fais cet exercice pour chacune des manifestations identifiées. Une fois cet exercice terminé, vous devez inscrire pour chacune des catégories le comportement que vous jugez le plus problématique dans l'espace tout à fait à droite au bout des catégories. Il est important d'écrire en mots le comportement ciblé. Faites ainsi pour les 4 catégories. À noter que dans la planification des services, le comportement jugé le plus problématique des 4 catégories fera généralement l'objet du plan d'intervention ou du plan de service. Passons maintenant à la page 5. Cette page dédiée à l'étape 2 se nomme « Identification de la gravité des impacts qu'engendrent les comportements problématiques ». Comme son titre l'indique, elle a pour but de documenter la gravité des impacts provoqués par le comportement ayant été jugé le plus problématique à l'étape 1. C'est à l'aide des 5 indicateurs qui ont été ressortis que vous serez en mesure de faire l'évaluation des impacts. Ces indicateurs sont l'intégrité physique, l'intégrité psychologique, les relations et intégration sociale et communautaire, les services, l'encadrement. Ainsi, pour chacun des comportements, vous évaluez le niveau d'impact en choisissant, à l'aide du menu déroulant, l'intensité la plus représentative entre léger, modéré, grave ou encore aucun. Vous bénéficiez ici d'un espace d'environ 20 caractères afin d'apporter des précisions que vous estimez nécessaires. Passons maintenant à la page 6. Cette page nous montre maintenant l'étape 3 qui consiste à identifier les principaux facteurs de risque et de protection. Par facteur de risque, nous référons aux éléments qui contribuent à augmenter la vulnérabilité des personnes, tandis que les facteurs de protection, quant à eux,
sont ceux qui favorisent l'adaptation de l'individu présentant des vulnérabilités. Le guide propose de documenter l'analyse des facteurs de risque et de protection dans une perspective écosystémique et autour de 5 dimensions qui sont socio-démographique et individuelle, la dimension historique, la dimension situationnelle et psychosociale, la dimension contextuelle et enfin la dimension clinique et diagnostique. Pour chacune des dimensions, décrivez succinctement les facteurs de risque et ceux de protection associés à la situation de l'usager. Des exemples vous sont proposés pour chacune des dimensions afin de soutenir votre réflexion. Passons maintenant à la page 7. La toute dernière page du guide est également la dernière étape, l'étape 4. Ici, vous procédez à la synthèse des données recueillies par votre analyse. Les membres de votre équipe et vos partenaires pourraient être mis à contribution puisqu'il s'agit d'avoir un regard à la fois clinique et organisationnel sur la situation de l'usager. À cette étape, il faut garder en mémoire que le but est de préciser ce qu'il y a été réalisé jusqu'à maintenant et quelles seront les étapes à venir. De plus, les éléments de vigilance sont aussi à identifier en regard au traitement du dossier. Voyons ensemble chacune des composantes de l'étape 4. Le premier bloc vous invite à nous témoigner votre perception quant à la problématique de l'usager et ce dans son aspect global. Cette partie, plus subjective, vous permettra d'exprimer votre opinion professionnelle sur la situation de l'usager en considérant ses aspects physiques, psychologiques, sociaux et environnementaux qui influencent sa problématique. Le bloc suivant réfère aux interventions ou actions qui ont été effectuées jusqu'à maintenant. Il traite à la fois des données cliniques et celles de l'organisation des services. Par exemple, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant en termes d'évaluation ou d'intervention? Quel type d'hébergement l'usager a utilisé? Quels ont été les services du programme mis à contribution jusqu'à maintenant? À la lumière du deuxième bloc, le bloc 3 traite, somme toute, des mêmes composantes, mais dans la planification future des actions à mettre en place pour l'usager. Par exemple, qu'est-ce que l'on doit prévoir ou élaborer? Quels acteurs ou partenaires pourraient être mis à profit dans la planification des services? Le dernier bloc mettra en lumière les particularités à prendre en compte dans la situation de l'usager afin d'identifier les enjeux ou les conditions de succès favorables à la réalisation de l'intervention ou de la mobilisation du réseau de services. Vous avez maintenant terminé le guide, il ne reste plus qu'à indiquer votre nom. Nous espérons que cette capsule fut utile pour la réalisation de cet exercice.